Chapitre 1. Une maison au vent. C'est une de mes particularités que d'observer le temps avec un intérêt particulier, comme s'il s'agissait d'une introduction personnelle aux événements de la journée. Ce soir-là, le vent avait une personnalité particulière. Il soufflait par longs souffles mesurés sur le promontoire du Dorset, faisait murmurer les ifs d'un murmure lugubre et se pressait, les doigts humides, contre les vitres de Gale Court. La maison, à la façade de pierre, d'une solidité escarpée, plus adaptée à la résistance des armées qu'à la brume marine, se dressait sur la falaise tel un navire échoué qui ne pourrait plus jamais avancer. La mer en contrebas s'entendait plus qu'elle ne se voyait, un souffle incessant. La maison au vent. J'étais venu de Londres à l'invitation du colonel Rupert Ashby, une connaissance de longue date qui m'avait un jour prêté une arme plutôt correcte au Soudan, et qui ne m'avait jamais permis de l'oublier depuis. L'invitation concernait ce qu'il appelait un week-end tranquille, ce qui, dans le vocabulaire du colonel, signifiait une réunion d'une douzaine de personnes, la promesse de 3 chasses à la perdrix si le temps le permettait, et un gramophone dans le salon qui, se vantait-il, pouvait être entendu jusqu'au pavillon d'été. Nous sommes arrivés tard un vendredi après-midi, le 20 octobre. Je me souviens de cette date pour la simple raison que le colonel avait remarqué un baromètre adossé au mur de la bibliothèque, en laiton poli, dont l'aiguille était inclinée vers ce secteur menaçant, où les mots « Tempête, préparez-vous » étaient inscrits d'une main crispée. « Je ne savais pas que c'était faux », dit-il en secouant la tête. « On va avoir un sacré coup ce soir. » La gouvernante, Madame Cutter, une grande femme mince à la bouche décidée, fit une remarque en aparté. Les fenêtres du bas avaient été calées car le châssis de la bibliothèque avait tendance à vibrer. « Nous ne voulons pas que ces messieurs restent éveillés, » dit-elle en jetant un coup d'œil au colonel. « Pas la première nuit. Je tiens à souligner ici que j'avais laissé mon ami Hercule Poirot à Londres, occupé par une affaire qui concernait, si l'on prenait ses lettres au sérieux, la pause déjeuner d'un employé de banque et un découvert. Je ne m'attendais pas à le voir dans le Dorset, et à ces heures-là, je ne croyais pas non plus que le petit Belge, avec sa tête ovoïde, ses moustaches impeccables et sa tenue presque méticuleuse, serait amené à exercer ses fameuses petites cellules grises à Gale Court. Mais l'homme propose, et les événements, aidés par le vent, disposent. La maisonnée était plongée dans le brouhaha réconfortant des arrivées lorsque nous avons gravi les larges marches et pénétré dans le grand hall. Des feux avaient été allumés tôt, et l'énorme foyer sous une cheminée sculptée dégageait une chaleur palpable dans toute la pièce. Sur une table d'appoint, Madame Cutter avait disposé un étage de petits plats en argent. Pastilles, et ces bonbons au citron, vestiges de la Régence. Leur odeur, anis mêlé à un ingrédient médicinal, flottait faiblement dans l'air. Dans un coin, un baromètre, jumeau de celui de la bibliothèque, rendait son verdict avec moins de théâtralité, son aiguille vacillant comme si la maison elle-même respirait. Notre hôtesse, Madame Constance Harrowby, s'avança avec un tourbillon de soie sombre. Elle avait la quarantaine, était belle, avec un regard perçant ou bienveillant selon les circonstances, et une voix qu'on imaginait parfaitement adaptée pour avoir le dernier mot devant un comité de charité. C'était une de ces Anglaises qui dirigent une grande maison comme un régiment, sans jamais perdre de vue la coupe d'une manche. Mon cher colonel, et capitaine Hastings, quel plaisir! Rupert a le don de persuader les personnes les plus utiles de venir précisément au moment opportun. Utile, ai-je osé dire, pensant qu'elle parlait d'armes et de sport. De la compagnie, dit-elle avec un sourire un peu malicieux, et de l'observation. Nous devons tous observer. C'est le seul jeu qui nous reste quand le vent emporte le programme et le secoue comme un tapis. Une expression curieuse peut-être, mais Gale Court semblait susciter la curiosité. Je fus présenté aux autres invités avec la rapidité habituelle de ce genre de maison, les noms se mêlant aux autres, et pourtant certains détails persistèrent dans les mémoires. Il y avait Sir Benedict Shaw, l'industriel, à la carrure imposante et à la voix grave, dont le rire faisait trembler les vitres,
et dont les opinions suivaient de près, tout aussi véhémentes. L'histoire de sa fortune avait un rapport avec la construction navale et l'acier. Il portait une chevalière à tête de lion qui laissait l'empreinte, au sens propre comme au figuré, d'un homme habitué à marquer ce qu'il considérait comme sien. Près de lui se tenait son secrétaire, M. Howard Lenton, un jeune homme mince dont les yeux semblaient mesurer l'espace entre les phrases, comme si toute conversation était un grand livre dans lequel les crédits et les débits devaient finalement être réconciliés. Madame Viola Lansing était reconnaissable entre mille. Une soprano d'opéra, des cheveux châtains brillants, des mains expressives même au repos. Elle était en plein récital, m'informa Lenton à voix basse, même si le vent aurait déconcerté tout public du village. « Dommage, murmura-t-il. Madame a un don pour la laine. » Je remarquai un vaporisateur en verre bleu sur une petite table en bronze doré, près de l'endroit où elle se tenait, et plus d'une fois le soir, elle le souleva pour vaporiser une fine brume devant sa bouche ouverte. « Hydratation, sourit-elle, me surprenant en train de la regarder. Il faut chouchouter l'instrument. » Le docteur Félix Gray avait les petites mains soignées d'un homme habitué au travail soigné. Il était le médecin de Madame Harrowby et, de son propre aveu, un ami de la famille. J'éprouve le plus grand respect pour les médecins. La frontière entre la vie et l'au-delà m'a souvent semblé aussi mince qu'un rasoir, et des hommes comme le docteur Gray en sont les barbiers. Un stéthoscope sortait de sa poche aussi naturellement qu'un stylo. Il avait la voix apaisante de quelqu'un qui a répété à maintes reprises « Rien ne doit vous inquiéter » et qui s'est parfois trompé. Mademoiselle Lila Harrowby, la sœur cadette de notre hôtesse, était une créature minuscule, vêtue d'une robe trop pâle pour la saison et d'un rire trop éclatant pour la pièce. Jolie, certes, mais il y avait en elle une certaine agitation, comme si elle avait reçu un héritage et ne savait pas encore où le placer. Le révérend Arthur Quill entra, un nuage de brume encore accroché à son chapeau. Il avait le visage doux et ce genre d'étonnement discret propre aux ecclésiastiques qui n'approuvent pas entièrement le monde moderne, mais sont trop bien élevés pour le dire. Il gardait les mains dans ses manches, ses doigts semblaient habituellement froids. Il y avait aussi M. Julian Vale, critique pour un hebdomadaire, qui prétendait mépriser l'opéra tout en se délectant à en discuter. Il avait des phrases ingénieuses et mordantes à portée de main et les utilisait comme des épingles, les plantant dans les sujets de conversation pour voir comment elles se déformaient. Le colonel Ashby était accompagné de sa sœur, mademoiselle Adelaide Ashby, qui cultivait le goût de la santé. Elle discourait sur la respiration profonde avant le dîner, sur la respiration superficielle pendant le dîner, et sur le relâchement moral inhérent à une respiration irrégulière après le dîner. « Les Anglais, proclamait-elle, respectent une poitrine ferme. » Elle n'était pas dénuée d'humour, même si je n'aurais pu jurer qu'elle en était consciente. Dans la maison, outre Madame Cutter, j'ai remarqué une femme de chambre nommée Elsie, au front grave et à la voix basse, qui parlait d'importance. Il y avait aussi le majordome, Hooper, qui se déplaçait d'une pièce à l'autre comme si le sol était son propre océan, et qui était un excellent nageur. Ce n'était pas une compagnie désagréable, nous étions peut-être un peu différents, et le vent qui sifflait et gémissait dans la maison créait une proximité naturelle qu'on n'aurait pas ressentie dans un jardin d'été. Mais il y avait chez Madame Harrowby une énergie qui attirait la pièce vers elle, comme de la limaille vers un aimant. « Le dîner est à 8 heures, annonça-t-elle. En attendant, je vous demanderai de bien vouloir me faire plaisir. Nous aurons un petit divertissement avant la soupe, car j'ai lu un livre sur la respiration et sa maîtrise, et je suis déterminé à tenter une expérience. Elle s'appelle, conclut-elle avec une petite révérence à Madame Lansing, le souffle volé. Un émoi parcourut la salle, des rires ici, un haussement de sourcils là. « Ma chère Constance, dit sir Bénédicte d'une voix tonitruante, si vous me volez le mien, vous découvrirez qu'il faut d'abord le retrouver. Lenton, où ai-je mis mon souffle? Dans l'aciérie, sir Bénédicte, dit Lenton, si sèchement que même le révérend sourit. Les yeux de Madame Harrowby pétillèrent. Pas de crainte.
Nous allons faire un jeu de société. Lumière tamisée, fenêtre fermée, le tout en silence pendant 1 minute, le temps que chacun respire une fois, en silence. Vous verrez comme c'est difficile. Ensuite, je vous demanderai à chacun, séparément, ce que vous avez remarqué pendant cette minute. Vous découvrirez que les sens, bouche close, ont beaucoup à nous dire. Observation, murmurai-je, me rappelant sa remarque à notre arrivée. Exactement, capitaine Hastings. Le vent ne doit pas dominer toute la maison. Si j'avoue ne rien voir de sinistre dans un divertissement aussi simple, c'est que rien dans nos manières ne laissait présager une tragédie imminente. Le personnel avait dressé une longue table dans la salle à manger. Je remarquai un métronome sur le pianoforte dans la petite salle de musique attenante. Une place étrange pour lui. D'ailleurs, il se trouvait habituellement sur le couvercle du piano, et maintenant il trônait sur le seuil de la porte ouverte, telle une petite pyramide noire. Je le redressai sans réfléchir, et lorsque mes doigts effleurèrent le pendule, il fit un tic-tac, un bruit d'insecte qui semblait englouti par le rythme plus général du vent. Avant cela, cependant, il y avait l'heure précédant le dîner, celle où les personnages d'une maison se révèlent avec une lucidité qui n'est pas toujours présente à table. Je suis conscient que décrire cette heure en détail peut paraître une indulgence à certains lecteurs, mais dans la chronologie de ce qui a suivi, elle a son importance. Plus tard, je devais me souvenir de détails qui, sur le moment, ne me semblaient ne pas avoir d'importance. Madame Lansing, par exemple, faisait des gammes les lèvres presque fermées, un exploit que j'aurais cru impossible si je ne l'avais pas vue. Elle comptait doucement, 1, 2, 3, et entre le 2 et le 3, elle inspirait par le nez et se contrôlait comme un plongeur. Monsieur Val écoutait, la tête penchée, et disait de son ton sec « Madame croit à la prévention du vol. »« Au contraire, » répondit-elle en souriant. « Si l'on veut voler son souffle, il faut avoir une deuxième bourse. » Miss Lila Harrowby essaya à 2 reprises un châle à franges en soie de paon qu'elle retira dès qu'on la regarda, comme pour nier son espoir d'être admirée. Sir Benedict prit du tabac, une habitude désuète que j'avoue apprécier, et laissa une fine trace sombre sur le revers de son smoking. Hooper, d'un geste rapide et silencieux, l'enleva avec une brosse rangée dans une sorte de fourreau de cuir. « Le vent souffle partout, monsieur, » murmura-t-il du ton d'un homme parlant de la mort. Le docteur Gray, appelé par Madame Cutter, descendit le couloir jusqu'au quartier de service et revint avec une petite boîte carrée en bois poli. Il la déposa discrètement près d'une chaise, au bout de la table, où un marque-place portait le nom de « Madame Lansing ». J'appris plus tard qu'elle contenait un inhalateur et un tube en caoutchouc, le genre d'appareil qu'utilise un chanteur pour s'entraîner à se contrôler. « En cas d'urgence », me dit-il avec un sourire qui donnait à ce mot une connotation presque enjouée. Madame n'a rien à se reprocher, juste les petites crises d'art. Le révérend Quill, traversant le hall, s'arrêta près du baromètre et fit un petit bruit sec. « Ça tombe, » dit-il. « Vite. » En sympathie avec la patience de Sir Benedict, a observé Vail. Dans la bibliothèque, le colonel Ashby et notre hôtesse penchèrent la tête sur une carte froissée posée sur la table, où quelqu'un, Hooper j'imagine, avait placé des presse-papiers dans les coins pour la maintenir à plat. C'était un plan du promontoire et des jardins d'agrément, la terrasse sud avec ses statues, le sentier qui longeait la falaise et plongeait derrière un écran de tamaris jusqu'à une petite crique privée, le hangar à bateau désormais inutilisé. Un trait de crayon rouge encerclait une zone ombragée intitulée « Le Creux ». « Je crains de ne pouvoir m'empêcher de vous montrer ceci, » dit Madame Harrowby me voyant regarder. « Nous avons eu une affaire assez catastrophique l'année dernière, un intrus du village. Rien de violent, » ajouta-t-elle rapidement. « Juste une habitude de braconnier qui traverse des terrains privés. Nous gardons les portes verrouillées maintenant quand le vent se lève. Les gens se perdent dans une tempête. Ce n'est pas une nuit pour errer, ai-je convenu. Ce n'était pas le cas, et pourtant, Gale Court, avec ses escaliers qui s'étendaient comme des diagrammes, ses pièces qui se parlaient à voix basse dans les couloirs, semblait presque inviter à la méditation, sinon au pas. Lorsque le gong retentit, nous nous ressaisîmes,
le genre de groupe qui passe de personnes dispersées à des invités rassemblés avec le décorum d'un exercice. Le dîner commença de manière civilisée et sans précipitation. Soupe, sol aux amandes, faisan rôti, chaque plat fut préparé sous la direction ferme de Madame Cutter et la compétence silencieuse de Hooper. Je remarquai alors quelque chose que je remarquai plus tard. Lorsqu'une fenêtre trembla sous les rafales, les assiettes tintèrent délicatement sur la nappe, et la main de Madame Cutter se tendit, sans réfléchir, pour poser une carafe sur le buffet. Elle le fit à 2 reprises. Une habitude est un aveu. Je l'avais gardé précieusement. Avant le dessert, une fois les lampes tamisées en préambule au divertissement de notre hôtesse, Madame Harrowby leva la main. Son visage rayonnait d'un éclat que l'on retrouve chez ceux qui ont préparé une surprise et sont satisfaits de leur mise en scène. « Si vous voulez bien me le permettre, dit-elle, nous allons mener notre expérience. Les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Je vous prie de rester parfaitement immobile et de ne pas laisser tic-tac gênant sur vous. Montre, messieurs. Oui, même la vôtre, sœur Bénédicte, car elle est la plus bruyante de la pièce. Nous allons prendre 1 minute près de l'horloge sur la cheminée. Une inspiration et une expiration mesurées, et pendant cette minute, soyez attentifs à ce que vous entendez et ressentez. Ensuite, je demanderai à chacun de vous, en privé, ce que vous avez remarqué. Il est étonnant de voir ce que l'envie, la charité, l'impatience ou l'amour peuvent avouer au sens lorsque la langue est empêchée de les trahir. Il serait ridicule de prétendre que la proposition n'en paraissait pas absurde à certains. Val esquissa un sourire narquois. Mademoiselle Ashby, très sérieuse, hocha la tête comme pour un sermon. Le docteur Gray, son regard se portant sur la petite caisse en bois, dit « Cela nous fera du bien à tous de rester silencieux. » Madame Lansing eut un frisson d'amusement et, par habitude, tendit la main vers le vaporisateur bleu. « Très bien, » dit Madame Harrowby, le retirant sans ménagement des mains de la diva. « Pendant 1 minute, nous ne volerons rien dans l'air dont nous n'avons pas absolument besoin. » Hooper alla à la porte séparant la salle à manger de la salle de musique et l'ouvrit grand, de sorte que le métronome était visible sur le rebord, son petit pendule en laiton luisant comme une langue. « Veux-tu que je le règle, madame ?»« Non, » dit Madame Harrowby. « Le vent nous indiquera le temps. » Ce fut le cas. La minute s'écoula avec la solennité d'un rituel. La lampe projetait sa douce lueur sur l'argent et le verre. Le feu crachait. La maison respirait. La mer en contrebas soupirait, se rassemblait, soupirait encore. Dans ce léger silence forcé, certaines bagatelles prenaient de l'ampleur. Un courant d'air qui n'aurait pas dû exister rampait sur le sol. La flamme d'une bougie se penchait vers le couloir comme pour une révérence courtoise. Du salon de musique, très faiblement, parvint le clic étouffé. Clic, clic du métronome, bien que personne ne l'eût touché. Un parfum se répandit, celui d'eucalyptus me sembla-t-il, vif et pur, un soupçon de camphre. Quelqu'un retint son souffle. Madame Ashby, me sembla-t-il, compta ses respirations dans un rapide décompte mental et, au compte de 4, en vola une autre, désobéissant aux règles comme le font parfois les fanatiques, terrifiés à l'idée de faillir à la vertu qu'ils prônent. Au bout d'1 minute, Madame Harrowby leva la main, et le monde reprit son cours normal. Les conversations anodines commencèrent à peine à s'installer. Le majordome reprit ses pérégrinations patientes. Ce n'était rien, juste un jeu, et pourtant plusieurs d'entre nous affichaient l'air hébété de gens remontés d'un bouge plus tôt que prévu. « Bravo !» dit M. Vail avec un petit applaudissement que personne ne suivit. « Nos sens sont d'accord. Nous sommes vivants. » « Nos sens ne concordent pas, » répliqua Madame Lansing d'un ton léger. « Je signale un vol. Quelqu'un a été à ma portée. » Son regard se porta, en plaisantant bien sûr, sur Mademoiselle Lila Harrowby, dont la robe était d'une soie si légère qu'elle se transformait à chaque inspiration, s'accrochant et se relâchant comme si elle aussi était vivante. « Viens, Viola, » dit le docteur Gray. « Un verre d'eau et la certitude d'être la femme la plus oxygénée du Dorset. »
Pendant tout ce temps, le vent maintint son emprise. Nous terminâmes le dîner. Le café fut pris dans la bibliothèque, où le feu était réduit à un rouge intense et où la carte sur la table, restée ouverte, s'était légèrement recroquevillée sous l'effet de la chaleur. La conversation se résuma en petits nœuds. Sir Benedict discutait avec le colonel au sujet du travail. Mademoiselle Harrowby, debout près de la cheminée, toucha de ses doigts distraits le bord d'une petite photographie encadrée représentant une femme en robe édouardienne, la mère de Madame Harrowby, comme je l'appris plus tard. Madame Lansing chanta à la demande de Madame Harrowby, non pas avec toute la splendeur qu'on aurait sur scène, mais avec une petite mélodie, comme un air de jouet, une berceuse en italien sur le souffle d'un enfant réchauffant une fenêtre froide. Je les quittai un instant et me dirigeai vers la salle de musique. Le métronome était de nouveau posé sur le couvercle du piano, et j'aurais juré qu'il n'y était plus depuis 5 minutes. Il tic-tac très doux. Je l'arrêtai du bout du doigt, et au lieu du silence, j'entendis un léger cliquetis provenant de la fenêtre. Le coin dont Madame Cutter avait parlé se présenta à moi. Un petit éclat de bois, taillé avec une netteté digne d'un ciseau à ongles, inséré entre le châssis et le cadre. J'enlève ce genre de choses par instinct et par curiosité. Celui-ci était bien en place. Je le laissai tel quel. À mon retour, Madame Cutter demandait quelque chose à notre hôtesse d'une voix posée et posée. « Vous n'avez pas déplacé la caisse, madame? La petite caisse en bois apportée par le docteur Gray? »« Non, » répondit Madame Harrowby. « Pourquoi? Où est-il? »« Près du fauteuil de Madame Lansing, madame, » dit Hooper depuis la porte, avec son air curieux d'annoncer des événements déjà survenus. Là où le docteur Gray l'a placé. « Il n'y est plus maintenant, » dit Madame Cutter. « Je vais regarder à nouveau. » Elle est allée et est revenue avec la rapidité de quelqu'un qui a confirmé un fait qui lui déplaît. « Ce n'est pas là. »« Oh, allez, » dit Vail avec irritation. « Faut-il qu'on fasse l'inventaire des meubles? »« Ce n'est pas un meuble, monsieur Vail, » dit doucement le docteur Gray. « C'est un instrument pour faciliter la respiration, et s'il a été égaré, ce serait dommage. »« C'est une bêtise, » déclara Sir Benedict. Elsie l'a déplacé en baissant les lumières. « Je n'y ai pas touché, monsieur, » dit la jeune fille dans ce murmure qui semblait toujours un secret qu'on avait le privilège d'entendre. Seulement les assiettes et les serviettes. « Ça va finir par arriver, » dit Madame Harrowby. « Il y a des choses qui arrivent dans les maisons. » Et l'affaire aurait pu s'arrêter là, et peut-être l'aurait-elle été si les maisons s'étaient contentées de rester elles-mêmes. Mais les maisons sont comme des théâtres, elles demandent à être jouées. Le vent continuait de souffler. Quelque part, invisible, une porte claqua, bien qu'aucune main ne la touchât. Un courant d'air, pensai-je encore. Mais pourquoi un courant d'air actionnerait-il un loquet resté en place pendant 60 ans? Ce n'est pas une question qu'on se pose en vain, à moins qu'un Belge ne lui ait appris à se méfier des réponses simples. Vous direz que je peins avec un pinceau trop lourd pour une soirée qui s'est conclue sans désastre. Vous avez raison. Personne n'est mort cette nuit-là. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés dans un monde baigné par la pluie et balayé par la tempête. Et ce n'est que le soir suivant, à l'heure qu'on associe au cognac et aux paisibles évaluations de la journée, que nous avons découvert ce que le vent avait véritablement apporté à Gale-Court. Mais déjà, sans que je le sache, j'avais vu les points forts de toute l'affaire. Un morceau de bois soigneusement taillé, un métronome qui tic-tac quand personne ne le touchait, un baromètre qui ne mentait jamais, un étui pour le souffle qui disparaissait entre la soupe et le bonbon, et une minute de silence où chacun de nous écoutait pour lui-même, et entendant autre chose, ne disait rien. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que le titre du jeu de notre hôtesse n'était pas un jeu de mots. On pouvait voler son souffle. Et dans une maison où le vent s'empare de lui, un voleur pouvait se déplacer sans qu'on l'entende, emportant ce qu'aucune serrure ne pouvait protéger, et ne laissant derrière lui qu'une légère odeur d'eucalyptus. Chapitre 2. La chambre sans souffle. Il est étrange de penser que le lendemain soir, à peine 24 heures après cette soirée de divertissement,
La compagnie de Galecourt était si bouleversée que le rire semblait un acte de violence. Et pourtant, il en fut ainsi. La tempête s'était déchaînée pendant la nuit. Le matin apporta un ciel blanchi, couleur de tablier de chirurgien, et la mer, bien que toujours agitée, avait perdu de sa menace. Le colonel Ashby déclara au petit déjeuner que l'air était propre à ressusciter un mort. C'était une expression malheureuse, même si, sur le moment, nous l'accueillâmes simplement avec le rire qu'on accorde aux paroles insouciantes d'un soldat. Notre hôtesse conserva sa bonne humeur. « L'expérience, dit-elle, comme pour la clore d'un geste de la main, est terminée. Vous avez tous été très obligeants. J'ai noté vos observations personnelles, et je suis sûr qu'un jour, un psychologue amateur me remerciera de les avoir conservées. J'avoue que j'étais curieux de savoir ce que mes compagnons avaient rapporté. Quant à moi, j'avais remarqué le curieux courant d'air au sol et le léger clic du métronome. Pourtant, en présence de Madame Harrowby, cela me semblait insignifiant. La journée se déroula selon le rituel confortable de telle maison. Une promenade sur la terrasse, un déjeuner servi avec une compétence vive, et après cela une série d'activités. Sir Benedict arpentant la bibliothèque comme un lion en cage, Miss Lila Harrowby au pianoforte, ses mains incertaines mais son expression ravie, Madame Lansing conservant sa voix, et Vail engagé dans une sorte de duel avec lui-même, écrivant des phrases dans un cahier et les rayant à nouveau avec une férocité croissante. C'est cet après-midi-là que j'ai eu une surprise. Debout sur la terrasse sud, contemplant la mer agitée, j'ai vu approcher par le chemin de gravier une silhouette à la fois si familière et si inattendue que je me suis exclamé « Poirot !» Il était impeccable comme toujours, un costume sombre qui défiait le vent, un chapeau porté à l'angle parfait, des chaussures qui brillaient malgré le temps. Ses moustaches étaient un véritable bijou. « Mon cher Hastings, » dit-il en s'inclinant, la main sur sa canne, « c'est bien le hasard qui m'amène ici. » Le hasard, et il se tapota la tempe. Une petite cellule grise qui m'a dit que l'air du Dorset pourrait être instructif. J'étais trop étonné pour faire plus que le faire entrer. Dans le hall, il se débarrassa de son manteau et de son chapeau avec l'air de quelqu'un entrant dans un théâtre pour lequel il avait déjà un billet. « Je pensais que tu étais occupé à Londres, » dis-je. « Un rien, mon ami, un rien. L'affaire du découvert de l'employé de banque est close, justice rendue et une petite correction aux habitudes du déjeuner. Mais ici, il y a comme une certaine attente, n'est-ce pas? Vous me présenterez, et je vous observerai. » Madame Harrowby l'accueillit avec joie. Elle avait rencontré Poirot une fois à Londres lors d'un dîner et s'en souvenait parfaitement. « Capitaine Hastings, vous m'amenez le détective le plus célèbre d'Europe. Vous devez rester, monsieur Poirot. Notre maison est plus riche, grâce à une telle compagnie. » Poirot s'inclina de nouveau, murmurant qu'il n'était qu'un simple chercheur de vérité. Pourtant, je lus dans ses yeux la satisfaction d'un homme invité à une pièce et qui se retrouva dans le rôle principal. La soirée ne promettait guère plus que des jeux de cartes et des conversations. Le dîner était arrivé tôt, car Madame Lansing avait promis un bref récital dans la salle de musique. Elle portait une robe vert pâle qui scintillait à chacun de ses mouvements, et lorsqu'elle levait le menton pour chanter, on imaginait les lumières de Covent Garden sur elle. Sa voix, même dans cette petite pièce, était magnifique, ascendante, enflant, soutenue avec une aisance qui nous fit oublier, l'espace d'un instant, le coup de vent hurlant de la nuit précédente. Elle avait chanté 2 morceaux quand cela arriva. Elle souleva le vaporisateur bleu, vaporisa délicatement, et commença un air qui monta brusquement. Au 2e vers, sa voix faiblit. Un silence, un halètement, une main sur sa gorge. Elle tituba, agrippa le bord du pianoforte, puis s'écroula au sol. Des cris éclatèrent dans la salle. Le docteur Gray fut à ses côtés en un instant, défaisant son corsage et lui tâtant le poignet. « Respirez, » murmura-t-il. « Elle ne peut pas respirer. »
Ouvrez la fenêtre !» cria quelqu'un. Hooper s'avança rapidement, mais la voix sévère de madame Cutter le coupa. « Les cales, monsieur. Elles sont bien serrées. » Poirot s'était agenouillé près du médecin. Sa main délicate et précise toucha le vaporisateur là où il était tombé. Il le souleva, renifla une fois et le referma avec précaution. « Non, dit-il doucement. Pas par ici. » Le docteur Gray tente la respiration artificielle. Le révérend Quill murmura une prière. Mais en quelques minutes, la vérité éclata. Viola Lansing, la grande soprano, resta immobile, les lèvres entr'ouvertes comme si elle chantait. Il y eut un silence plus profond encore que celui de l'expérience de la veille. Le vent était tombé, et la maison elle-même semblait attendre. Enfin, sir Bénédicte prit la parole, d'une voix rauque. « Morte ? Tu veux dire qu'elle est morte ?» Les mains du docteur Gray tremblaient tandis qu'il replaçait son stéthoscope. « Oui, ce sont les poumons, le souffle. Elle a été... » Il balbutia. « C'est comme si on le lui avait enlevé. » Madame Harrowby vacillait sur place. Poirot s'avança rapidement, la guidant vers une chaise avec une courtoisie presque courtoise. Sa voix, cependant, portait une note d'autorité. « Messieurs, mesdames, personne ne doit quitter cette pièce. Une femme est décédée. Son décès est soudain, et d'une manière qui suggère un acte intentionnel. Mes petites cellules grises me disent qu'il ne s'agit pas d'une crise naturelle. C'est un meurtre. » Un frisson nous parcourut tous. Un meurtre. À Gale Court, au milieu de l'argent et des champs, en un instant. C'était impensable. Le regard de Poirot parcourut lentement les visages. « Je vous en prie, restez calme. La vérité est déjà cachée dans cette pièce, mais elle ne le restera pas longtemps. » Et c'est ainsi que dans cette maison près du vent, commença l'affaire qui allait être connue, comme par une étrange prémonition du jeu de salon de notre hôtesse, comme l'affaire du souffle volé. Chapitre 3. Poirot prend le commandement. La mort de madame Viola Lansing projeta son ombre sur Gale Court, avec une rapidité presque indécente. Un instant, la salle résonna de l'écho persistant de sa voix. L'instant d'après, du silence sourd et brutal du choc. Madame Harrowby, pâle et sereine, ordonna que le corps soit transporté dans la chambre bleue, une chambre d'amis au bout du couloir ouest. Le docteur Gray et Hooper portèrent le fardeau avec la gravité de porteurs, et madame Cutter suivit, les lèvres pincées, le pas aussi mesuré que si elle avait répété ce mouvement toute sa vie. Nous restâmes tous dans la salle de musique, un groupe de personnes mal à l'aise, incapables de se regarder dans les yeux. Poirot ne bougea pas jusqu'à ce que la porte se soit refermée derrière eux. Puis, avec une petite toux et un rajustage minutieux de ses manchettes, il prit possession de la pièce comme il l'avait fait auparavant, discrètement, mais sans résistance possible. « Mes amis, » commença-t-il, son accent rendant la phrase un signe d'ami. « Vous êtes agités, naturellement. Mais si vous me le permettez, je dois insister pour que tout se passe bien. En vérité, elle était fragile. Elle pourrait être brisée par la précipitation ou la confusion. Par conséquent, nous devons être prudents. » Sir Bénédicte, dont la respiration haletante rendait le silence pesant, s'exclama. « Mais que faire ? La pauvre femme est partie, morte sous nos yeux. Le médecin peut sûrement nous en dire la cause. » Le docteur Gray, revenu à ce moment-là, secoua la tête. Le cœur était fort, les poumons sains. Je ne peux donner aucune explication médicale, pas sans examen. Elle a cessé de respirer, c'est tout. Pas du tout, corrigea doucement Poirot. Il souleva de nouveau le vaporisateur bleu, le tenant avec un mouchoir. C'était en sa possession. Mais je vous assure, ce n'était pas la cause. Il n'y a qu'un léger arôme d'eucalyptus, celui que les chanteurs apprécient. L'instrument est innocent. Mademoiselle Lila Harrowby laissa échapper un petit cri. Alors, il devait y avoir autre chose dans la pièce ? Du poison ? Oh, mais ça me paraît horrible, trop horrible. C'est épouvantable, oui, dit doucement Poirot, mais pas impossible. Il tourna son regard vers nous, un par un.
Il faut établir les faits. Vous m'aiderez tous, n'est-ce pas? Je perçois déjà bien des petites choses. Il s'approcha du piano et effleura les touches. Elle chantait. Son souffle était puissant et maîtrisé. Puis, soudain, pouf, c'était parti. Comment une telle chose est-elle possible? Un spasme sûrement, murmura le révérend Quill. Ses yeux doux clignèrent d'anxiété. Peut-être, dit Poirot. Mais les spasmes ne font pas disparaître les caisses en bois, hein? À ces mots, le docteur Gray sursauta. La valise. Vous avez raison. Je l'ai placée près de sa chaise hier soir. Et aujourd'hui, elle est introuvable. Une curieuse disparition, approuva Poirot. Un étui conçu pour les exercices respiratoires, disparu au moment même où les poumons de Madame Lansing lâchaient. Ah, Hastings, vous voyez la symétrie? Le meurtre, il adore la touche dramatique. Je rougis, car en effet, je n'y avais pensé que comme à un objet déplacé. Poirot tapota le métronome du piano. Et puis, il y a ce petit jouet. Elle a chanté à son rythme, oui, mais je me demande s'il était réglé avant qu'elle commence, ou si une main peut-être invisible l'avait déclenché. Val, le critique, esquissa un sourire sardonique. « Monsieur Poirot, vous n'insinuez tout de même pas qu'un métronome a tué notre diva ?»« Non, non, » dit Poirot en écartant les mains. « Mais le temps passe, et le temps aussi. Je m'intéresse à la séquence, monsieur Val. Qui se tenait où, qui bougeait, qui observait. Ces choses comptent, toujours. » Sir Bénédicte grommela. « Alors vas-y, mec, pose tes questions. » Poirot inclina la tête. « Avec plaisir. Commençons simplement. Qui était le plus proche de Madame Lansing lorsqu'elle est tombée? »« Oui, oui, » dit mademoiselle Harrowby d'une voix tremblante. « J'étais assise à côté d'elle au piano. Elle venait de prendre le vaporisateur quand c'est arrivé. » Poirot hocha gravement la tête. « Et vous, mademoiselle, vous n'y avez pas touché vous-même? »« Non, certainement pas. »« Très bien. Et les autres, où étaient-ils? » Un par un, nous avons communiqué nos positions. J'étais près de la cheminée. Le colonel Ashby se tenait près des porte-fenêtres. Vail rôdait, carnet à la main, dans un coin. Sir Bénédicte faisait les 100 pas près du tapis. Le docteur Gray se tenait au fond, prêt à intervenir avec son œil médical. « Eh bien, » dit Poirot. « Apparemment, personne ne l'a touchée ni ne lui a rien donné. »« Elle n'a bu que de l'eau, » ajouta madame Harrowby en se tordant les mains. Hooper avait rempli son verre fraîchement. À ces mots, Poirot se tourna vers le majordome. « Monsieur Hooper ?» Les yeux pâles de l'homme croisèrent calmement les siens. « Je l'ai rempli à la carafe, monsieur, avant que tout le monde soit réuni. Il est resté sur le plateau pendant toute la durée du repas. » La moustache de Poirot tressaillit. « Bon, alors on examinera le verre plus tard. » Il y eut un moment de silence, rompu seulement par le gémissement du vent. Poirot joignit les mains derrière son dos et parcourut à nouveau la pièce du regard. « Nous avons les grandes lignes, dit-il, mais seulement les grandes lignes. Il y a plus en dessous. Je vous le demande à tous. Tant que je ne serai pas satisfait, personne ne quittera Guelcourt. Le meurtrier, si meurtrier il y a, siège parmi nous en ce moment. Et croyez-moi, mes amis, il n'a pas seulement volé le souffle de Madame Lansing, il a aussi volé le souffle de paix à cette maison. » Les mots tombèrent comme une pierre dans un étang. J'ai ressenti un frisson, même si le feu brûlait encore. Ce fut le premier instant où nous avons tous vraiment compris. Viola Lansing n'était pas morte par hasard. La mort avait été invitée, sournoisement, délibérément parmi nous. Et Hercule Poirot, serein mais au regard perçant, avait déjà commencé à tendre son piège. Chapitre 4. Les premières questions. Le lendemain de la mort de Madame Lansing, un calme trompeur s'installa. La tempête était passée. Le soleil inondait le promontoire comme pour se moquer du chagrin qui régnait à Gailcourt. La mer, bien qu'encore agitée, scintillait de bandes argentées, et les mouettes tournoyaient avec un abandon presque indécent. Pourtant, sous le soleil, la maison était agitée.
Les portes se fermaient avec une prudence étouffée, les voix s'abaissaient à l'approche des pas, et chaque invité semblait porter en lui l'ombre d'une pensée inexprimée. Poirot, cependant, était aussi calme que d'habitude. Au petit déjeuner, il disposa la serviette à sa place avec une précision mathématique, mangea un œuf à la coque qu'il jugea satisfaisant, et sirota du chocolat comme si de rien n'était. Seule la vive lueur de son regard trahissait que son esprit était déjà en pleine activité. Une fois le repas terminé, il demanda à utiliser la bibliothèque. Madame Harrowby, pâle mais gracieuse, accepta aussitôt. La longue table en chêne était débarrassée de ses papiers, les lourds rideaux tirés pour laisser entrer la lumière du soleil, et les chaises étaient soigneusement disposées autour. Poirot se tenait au bout de la table, sa silhouette frêle rayonnant d'autorité, et annonça « Mesdames et messieurs, je vous demande une heure d'indulgence. Chacun de vous viendra me voir, un par un, afin que nous puissions nous entretenir en privé. Les questions seront simples. Où étiez-vous? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? C'est dans les petites choses que se cache la vérité, et nous devons la persuader doucement, comme un oiseau timide. » Le colonel Ashby marmonna quelque chose à propos de sacrées formalités, mais Madame Harrowby le fit taire d'un regard. L'ordre fut convenu. Sir Benedict d'abord, puis Mademoiselle Ashby, Val, le docteur Gray, Mademoiselle Harrowby, le révérend Quill, et enfin les domestiques. Sir Benedict Shaw. Le grand constructeur naval entra d'un pas qui fit trembler les vitres. Il était assis lourdement, les bras croisés comme des poutres rivetées sur sa poitrine. « Eh bien, monsieur. »« Poirot ? Vous voulez savoir si j'ai étranglé la pauvre Viola Lansing en la fusillant du regard ? » ?»« Non. » Poirot leva une main délicate. « Non, non, Sir Benedict. Je n'accuse personne. Je vous demande simplement de décrire ce que vous avez observé. » « Très bien. Elle a chanté, elle a vaporisé sa petite bouteille, et puis elle s'est effondrée. C'est tout. J'étais à 6 mètres. Un homme ne peut pas étouffer les poumons d'une femme de l'autre côté d'une pièce, n'est-ce pas? » Poirot inclina la tête. « Pourtant, vous ne l'aimiez pas, peut-être. » Sir Benedict fronça les sourcils. « Fun. C'était une créature vaniteuse, à mon avis. Elle aimait ridiculiser ses admirateurs. Mais un meurtre? J'ai mieux à faire de mon temps. Tu as quitté la pièce à un moment ou un autre? Non. Je ne quitte plus jamais un bon fauteuil une fois que j'en ai trouvé un. » Poirot le remercia gravement et le congédia. Mademoiselle Adélaïde Ashby. Elle entra d'un pas vif, la posture droite, les yeux brillants de certitude. « Inutile de poser la question, monsieur Poirot. Cette femme s'est suicidée à cause d'une respiration irrégulière. J'ai dit hier soir que la respiration superficielle était le fléau de la vie moderne, et en voici la preuve. » Poirot sourit faiblement. « Peut-être. Mais soyez indulgent, mademoiselle. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel. Seulement son habitude inconsidérée de siroter de l'eau entre 2 phrases, complètement contraire au principe de la maîtrise musculaire, et la pièce, étouffante, avec trop d'eucalyptus. Je l'ai dit à Madame Harrowby. « Tu n'as pas remarqué que quelqu'un s'approchait d'elle? » ?»« Certainement pas. Mes yeux étaient fixés sur son diaphragme. » Poirot la salua courtoisement. Julian Velveil entra nonchalamment avec son carnet, l'ouvrant comme si toute cette affaire n'était qu'une autre critique à écrire. « Elle est morte en plein milieu d'un la aigu, » remarqua-t-il froidement. « Dramatique, certes, mais artistiquement insatisfaisant. »« Vos impressions, monsieur ?» dit Poirot sèchement. « Des impressions ?» L'air était chargé d'un parfum de camphre, je crois. Sa voix vacilla. Elle haleta, se serra la gorge et s'effondra. J'étais à l'autre bout de la pièce. Si vous voulez me soupçonner, je proteste. J'avais trop investi dans sa continuation. Un critique sans chanteur est comme un couteau sans chair. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et pourtant, un critique aussi profite d'une mort, n'est-ce pas? L'appréciation posthume, la chronique nécrologique. Veil eut un petit rire. Touché, mais je vous assure que je n'ai pas contribué à ce sujet. Docteur Félix Gray. Le docteur Gray paraissait épuisé, comme si la nuit lui avait coûté une année.
Ses mains se tordaient nerveusement. « Je ne peux pas l'expliquer, Poirot. Ses poumons ont tout simplement cessé de fonctionner. Il n'y avait aucune obstruction, aucune lésion, rien. C'est monstrueux. Vous aviez apporté un appareil, n'est-ce pas? Oui, l'étui respiratoire, pour les urgences. Et il a disparu. Je jure que je l'avais placé près de sa chaise la veille. Et tu n'as pas vu qu'il a enlevé? Non, mais son absence lui a peut-être coûté la vie. Sa voix se brisa. Si seulement je l'avais eu, peut-être. Le regard de Poirot s'adoucit. Ne vous faites pas de reproches, mon docteur. La faute est ailleurs. Mais voyez-vous, cette disparition n'est pas un accident. Elle est intentionnelle. Mademoiselle Lila Harrowby. Elle est entrée nerveusement, les doigts tordant un mouchoir. Je ne peux pas le supporter, monsieur Poirot. La voir tomber si soudainement. C'était horrible. Et j'étais assis juste à côté d'elle. Tu n'as pas touché son verre, son atomiseur? Non, je le jure. Elle a pris le spray elle-même, puis s'est remise à chanter. Mais juste avant de s'évanouir, j'ai cru entendre. Elle hésita. Oui, mademoiselle? Un bruit. Un léger sifflement, comme si quelqu'un respirait brusquement. Mais ce n'était pas elle. Ça venait de derrière nous. Poirot haussa les sourcils. Derrière? C'est intéressant. Je l'ai peut-être imaginé, murmura-t-elle. Poirot sourit simplement et écrivit un mot. Révérend Quill. Les yeux doux du prêtre clignaient tristement. La mort vient comme un voleur, monsieur Poirot. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Poirot inclina la tête. Pourtant, il utilise rarement l'argument d'un cas de respiration manquante. Dites-moi, mon père, qu'avez-vous observé? Seulement la bougie la plus proche vacillait. J'ai cru qu'un courant d'air avait pénétré dans la pièce, même si les fenêtres étaient fermées. Un courant d'air, dites-vous? Poirot se pencha. C'est très curieux. Quelqu'un d'autre en a parlé. Les serviteurs Madame Cutter étaient précises. Elle s'était tenue au fond de la salle, avait vu Madame Lansing vaciller, n'avait rien entendu d'inhabituel. Mais elle avait admis que les cales qui fermèrent les fenêtres de la bibliothèque avaient été déplacées pendant la nuit. Hooper, grave et silencieux, affirma avoir rempli le verre et rien de plus. Pourtant, Poirot insista longuement sur la question de savoir qui s'était attardé près du plateau avant le récital. Le majordome hésita, puis dit doucement « Monsieur Linton, le secrétaire de Sir Benedict, s'est servi de l'eau de la carafe peu avant que Madame ne chante. » À ces mots, les yeux de Poirot brillèrent. « Merci, Hooper. C'est un détail très utile. » Elsie, la femme de chambre, murmura simplement qu'elle avait vu des ombres se déplacer le long du couloir, à l'extérieur de la salle de musique, alors que le chant commençait. Une fois tous les propos entendus, Poirot nous rassembla à nouveau. Il se tenait au bout de la table, les doigts joints, la moustache hérissée, d'énergie. « Mes amis, déclara-t-il, on commence déjà à y voir clair. Il y a des mensonges ici, des petits mensonges, certes, mais des mensonges. Il y a un courant d'air là où il ne devrait pas y en avoir, un bruit là où le silence est de mise, une valise qui s'éloigne, un verre qui a peut-être été touché. Ces choses ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les traces d'un meurtre. » Il laissa les mots pénétrer son esprit, puis sourit faiblement. « Et le meurtre, comme le vent, change toujours de direction. Il faut seulement suivre son souffle. » Chapitre 5. Les fausses pistes. Les heures qui suivirent la première série de questions de Poirot n'apportèrent aucun répit à la chambre. Au contraire, la tension monta, épaisse comme la brume marine qui s'était glissée le long des falaises à midi. Un décès dans un foyer est toujours sinistre, meurtre doublement. Pourtant, c'était l'incertitude, la certitude que le coupable pouvait être assis à vos côtés, échangeant des politesses, qui rendait l'atmosphère à Gale Court presque intolérable. Poirot lui-même semblait impassible. Il arrangea ses moustaches devant le miroir du salon, complimenta Madame Harrowby pour ses roses, qui, étant dans des vases, étaient insensibles aux intempéries, et rejoignit même Mademoiselle Lila Harrowby au piano pour fredonner une mesure de Schubert. Pourtant, je savais que, sous cette aisance affichée, son esprit travaillait à plein régime.
Dans l'après-midi, il avait établi son quartier général à la bibliothèque. On lui apporta des papiers, on disposa l'encre, et Madame Cutter fut dépêchée avec pour instruction de ne le déranger que sur sa demande. Pourtant, comme il me l'a confié, ce n'était pas la solitude qu'il recherchait, mais l'occasion de tisser des liens qui, comme il le disait, sont très fins, mon ami, mais qui commencent déjà à former un motif. Un verre suspect. Le premier fil conducteur concernait le verre dans lequel Madame Lansing avait bu. Poirot l'examina attentivement, le faisant tourner entre ses doigts gantés comme s'il s'agissait d'un objet rare. « Observe, Hastings, dit-il. Il n'y a pas de rouge à lèvres, aucune trace, à part cette légère trace sur le bord. Qu'est-ce que c'est? De la poudre, peut-être? Le produit chimique, je l'aurais testé. Mais attention, la carafe était posée sur le plateau, et Hooper nous dit que M. Lenton en a versé avant le récital. C'est une circonstance. Je lui ai demandé s'il soupçonnait Lenton. Poirot haussa légèrement les épaules. Il ne faut jamais soupçonner trop tôt. C'est l'erreur du gendarme. Mais il faut toujours noter l'affaire manquante. Le deuxième fil conducteur était l'appareil respiratoire disparu. Poirot marchait de long en large tout en parlant. Le docteur Gray l'a placé près de sa chaise la veille. Lorsqu'elle tombe, il a disparu. À qui profite sa disparition? Au meurtrier, évidemment. Mais il est aussi possible, et bien sûr, qu'il ait été retiré pour éveiller les soupçons. Sur Dr. Gray, il est consterné, Hastings. Mais le désarroi, parfois c'est le masque de la culpabilité. J'ai protesté en disant que le docteur Gray semblait sincèrement affligé. Les yeux de Poirot pétillèrent. « Hastings, tu te fies trop à ce visage, mais on verra bien. » Le projet, le troisième fil conducteur, était encore plus curieux. Les bruits d'un courant d'air et d'une bougie vacillante. Poirot inspecta les fenêtres de la bibliothèque et constata, comme Madame Cutter l'avait dit, que les cales avaient bougé. « Voilà une contradiction, » murmura-t-il. « Les fenêtres devaient être protégées du vent. Pourtant, quelqu'un s'en est mêlé. Pourquoi? Pour laisser passer un souffle d'air, peut-être, ou pour permettre la sortie de quelque chose d'invisible. Réfléchissez, mon ami. La victime meurt faute de souffle, tandis que d'autres remarquent un souffle là où il ne devrait pas y en avoir. N'est-ce pas poétique? Poirot tente un piège. Ce soir-là, Poirot fit preuve d'une grande sociabilité. Il rejoignit Sir Benedict pour une partie d'échecs, perdue avec une rapidité suspecte, discuta de sermons avec le révérend Quill, et permit à Miss Ashby de lui faire un sermon sur la respiration. Pendant tout ce temps, ses petits yeux scrutaient, ne perdaient rien et gardèrent des miettes. C'est cependant après le dîner qu'il tendit son premier petit piège. « Messieurs et mesdames, annonça-t-il, en mémoire de la pauvre Madame Lansing, je propose que nous répétions son divertissement de l'autre soir. La minute de silence, d'observation. Peut-être que dans ce silence, quelque chose nous parlera à nouveau. » Cette suggestion provoqua un vague malaise. Mademoiselle Lila Harrowby pâlit. Vail rit amèrement. Sir Benedict jura à voix basse. Pourtant, Madame Harrowby, pressée de rendre service, insista sur le fait que ce serait un hommage mérité. Les lampes furent abaissées, les bougies allumées. Poirot lui-même plaça le métronome sur le piano, mais ne le régla pas. Un par un, nous prîmes place. Pendant 60 secondes, le silence régna. Le feu laissa échapper un léger soupir. Le vent claquait faiblement. J'entendis le battement nerveux de Miss Ashby, le grincement du stylo de Val dans sa poche, le tic-tac régulier d'une horloge dans le couloir. Et puis... « Ah !» s'écria soudain Poirot en se levant d'un bond. « C'est assez. Merci, mes amis. Vous avez été très obligeants. Nous avons tous sursauté, déconcertés. Qu'avait-il vu? Qu'avait-il entendu? Il n'a fourni aucune explication, se contentant de nous saluer avec une grâce courtoise. Mais ses yeux brillaient, et j'ai su que quelque chose, une petite incohérence lui était apparue à cet instant. Fausse piste. Plus tard,
Alors que nous marchions ensemble sur la terrasse, Poirot se confia un peu. Il y a des fausses pistes ici, Hastings, nombreuses. Le verre, la vitrine, la fenêtre, le courant d'air. Chacune peut nous induire en erreur, ou chacune peut nous révéler subtilement la vérité. Mais je vous promets une chose, ce n'est pas un hasard. Non, non, c'est un hasard. Conception rusée et délibérée. Le meurtrier est intelligent. Mais, et là, ses moustaches se hérissaient de fierté. Pas assez intelligent. Je lui ai demandé s'il avait déjà une idée. Une idée? Oui. Une théorie? Pas encore. Mais patience, mon ami. Demain, je commencerai à lever le masque. Et alors, on verra bien qui peut bien voler la vedette à quelqu'un d'autre. La mer s'écrasait en contrebas, les mouettes hurlaient, et les ombres de Gailcourt s'étendaient sur la falaise. Une maison de pierre, une maison de secret, et à l'intérieur, Poirot tissait sa toile, tandis que quelque part parmi nous, un meurtrier attendait. Chapitre 6. Un indice détaillé. Le lendemain matin, lumineux et d'un calme presque surnaturel, l'aube se leva. Après des journées agitées de vent et de brumes marines, le calme semblait inquiétant, comme si la nature elle-même s'était arrêtée, à l'écoute. Gailcourt, cependant, était loin d'être tranquille. Les domestiques se déplaçaient silencieusement, mais le visage tendu. Les invités évitaient le regard des autres. Les conversations, lorsqu'elles étaient tentées, s'essoufflaient et s'éteignaient. Poirot était l'exception. Il déjeuna avec un appétit méticuleux, complimenta Madame Cutter pour le café et demanda si Hooper avait récemment poli les chandeliers en argent. Ce n'était pas de l'affectation. Il se réjouissait de l'ordre, même au cœur du chaos. Mais je savais que derrière son air serein, ces petites cellules grises s'allumaient. Après le petit déjeuner, il me demanda de le suivre dans la salle de musique, où Madame Lansing était tombée. Il ferma doucement la porte, examina le piano, le tapis, le plateau avec sa carafe et ses verres, le tout avec l'air d'un bijoutier évaluant des pierres. « Hastings, dit-il enfin, tu te souviens du silence de notre petite expérience d'hier soir ?» J'ai hoché la tête. « Et vous vous souvenez peut-être de ce que vous avez entendu ?»« Seulement le tic-tac de l'horloge et la respiration de mademoiselle Ashby. Rien d'autre. » Poirot agita un doigt. « Justement. Mais moi, Hastings, j'ai entendu un bruit qui ne provenait ni du temps, ni de la respiration, mais deux mouvements, un léger bruit, comme le bruissement d'un tissu sur du bois. Il venait des fenêtres. Et ça, mon ami, ça me dit quelque chose de très particulier. » Il se dirigea vers les hautes porte-fenêtres qui donnaient sur la terrasse. Observez. Elles étaient fixées avec des cales, n'est-ce pas? Pourtant, quelqu'un, les deux nuits, les a bouchées. Pourquoi? Pour laisser passer un courant d'air? Mais c'est une folie. Un meurtrier ne risque pas d'être découvert pour un simple coup de vent. Non, Hastings, le but était différent. Je regardais fixement, sans comprendre. Poirot se pencha et désigna le rebord. Là, faible mais distincte, se trouvait une marque, une fine éraflure, comme si un objet pointu avait appuyé sur la peinture. Voilà l'indice en détail. Quelqu'un a inséré un instrument fin ici, peut-être pour ajuster la cale, peut-être pour laisser... Quoi? Il faut que nous le découvrions. Il sortit une loupe de sa poche et observa minutieusement. La marque était récente. La peinture n'a pas essuyé les intempéries. Et encore, ici une trace de substance, de la graisse peut-être. Hastings, je vous le dis, la fenêtre a été touchée au moment même où Madame Lansing chantait ses dernières notes. Je me suis exclamé devant l'étrangeté de la situation. Mais qu'est-ce qu'une fenêtre peut bien avoir à voir avec sa mort? Poirot se redressa, les yeux brillants. C'est la question, Hastings, et bientôt, je pense, nous aurons la réponse. La carafe examinée. Plus tard dans la matinée, Poirot fit venir Hooper et lui demanda de lui apporter la carafe et le verre utilisés par Madame Lansing. Il les inspecta avec un soin excessif, renifla et finit par y plonger un doigt. « Naturel pur », murmura-t-il. « Mais remarquez, Hastings, le bord de la carafe porte une légère trace de poudre.
Ce n'est pas de la poussière. Je crois que c'est médicinal. Le docteur Gray, entré pendant l'inspection, pâlit. Mon Dieu, Poirot, insinuez-vous que l'eau a été trafiquée? Poirot haussa légèrement les épaules. Je ne suggère rien, pour l'instant. Mais la présence de poudre là où il ne devrait pas y en avoir, c'est un fait. Et les faits, mon cher docteur, sont les briques mêmes de la vérité. La question du temps. Cet après-midi-là, Poirot commença sa deuxième série d'interrogatoires. Il insista auprès de chaque invité, non seulement sur ce qu'ils avaient vu, mais sur ce qu'ils avaient entendu, l'ordre précis des moments, la séquence des événements. Sir Benedict jura avoir entendu le jet du vaporisateur juste avant que Madame Lansing ne s'effondre. Val affirma qu'aucun bruit de ce genre ne parvint à ses oreilles. Miss Lila affirma l'avoir clairement entendu, mais derrière, plutôt que dans la main de Madame. Poirot écoutait, hochant la tête, notant chaque contradiction. « Le pulvérisateur, me dit-il doucement plus tard, et la clé. Mais arme ou diversion, c'est à nous de décider. » La révélation de Poirot. Ce soir-là, alors que nous étions assis près du feu, Poirot s'est penché près de moi. « Hastings, je vous fais une petite confession. Je sais maintenant comment Madame Lansing est morte. » J'ai sursauté. « Vraiment? » « Oui. Le détail de la fenêtre, l'étui manquant, la poudre sur la carafe, tout cela fait partie de la même tapisserie. C'est délicat, astucieux, mais pas parfait. Un fil a été tiré, et le motif s'est révélé. « Et le meurtrier ?» murmurai-je. Poirot sourit mais secoua la tête. « Patience, mon ami. Pour connaître le comment, on ne doit pas encore connaître le how, mais ça viendra. Pour l'instant, laissons le meurtrier se croire encore caché. Il se trahira, Hastings. Oh, il se trahira. Comme toujours. » Il se renversa en arrière, ferma les yeux et murmura. « L'affaire du souffle volé est presque résolue. Mais pas encore, pas encore. » Et avec cette remarque énigmatique, il m'a laissé regarder le feu, plus perplexe que jamais. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Le jour suivant s'était levé avec la beauté trompeuse d'un écran peint. Le soleil, la mer bleue et le doux cri des mouettes balayant la falaise. Pourtant, à Gale Court, l'atmosphère devenait plus tendue d'heure en heure. La mort de Madame Lansing, d'abord un choc indicible, s'était muée en quelque chose de plus sombre. La suspicion. Chaque regard, chaque pause dans la conversation semblait chargé de sens. Seul Poirot semblait insensible au malaise. Il se déplaçait avec sa propreté habituelle, s'occupant de placer un vase, de redresser un cadre ou d'ajuster sa moustache devant un miroir. Mais je savais que ces broutilles n'étaient qu'un camouflage pour un esprit attentif au moindre soupçon de tromperie. Après le déjeuner, il demanda à Madame Harrowby de convoquer à nouveau toute la maisonnée à la bibliothèque. Elle obéit, quoique à contre-cœur, le visage pâle et tiré. Nous étions là réunis, Sir Benedict massif et irritable, son secrétaire Lenton calme et vigilant, Mademoiselle Ashby solennelle et pleine de suffisance, Mademoiselle Lila inquiète et pâle, Vail toujours cynique, le docteur Gray hagard de remords, le révérend Quill doux et inquiet, et les domestiques planant comme des ombres au bord de la pièce. Poirot se tenait à la tête de la table, les doigts joints. « Mes amis, commença-t-il, nous avons déjà les grandes lignes de ce qui s'est passé. Mais il reste des zones d'ombre, des contradictions qu'il faut dissiper. Alors une fois de plus, je pose des questions. Pardonnez-moi si elles vont trop loin. Le meurtre n'est pas poli. L'explosion de Sir Benedict. Sir Benedict, dit Poirot en se retournant. Vous avez exprimé franchement votre aversion pour Madame Lansing. Pourtant, on m'a dit que vous vous étiez disputé avec elle la veille de sa mort. Est-ce vrai ? Le visage rougeaud de l'industriel s'assombrit. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de se mêler de mes affaires. Elle était en train de persuader Lenton de quitter mon service et de se consacrer à ses foutues tournées de concert comme manager. J'y ai mis un terme. Mais un meurtre ? Bah, ma dispute était une affaire, pas une question de souffle. Les yeux de Poirot brillèrent. Alors,
Vous admettez qu'elle a menacé la loyauté de votre secrétaire? Elle tente la lui, oui, mais Lenton n'est pas idiot. Et toi, Lenton? La secrétaire sourit faiblement mais ne dit rien. Poirot l'observa attentivement, puis passa à autre chose. L'aveu silencieux de Lenton. Monsieur Lenton, dit-il doucement, vous vous êtes servi de l'eau de la carafe avant le récital, n'est-ce pas? Une lueur d'inquiétude traversa le visage de Lenton. Oui, j'avais soif. Rien de plus. Rien de plus. Poirot se pencha. Pourtant, Madame Lansing but dans le même verre moins de 5 minutes plus tard. C'est une coïncidence des plus remarquables, n'est-ce pas? La secrétaire se déplaça. Je vous assure que je n'ai pas touché à son verre. J'ai pris de l'eau pour moi seul. Eh bien, dit doucement Poirot, c'est curieux tout de même. La contradiction du docteur Gray-Poirot se tourna vers le docteur Gray. Vous êtes affligé, mon docteur. C'est normal. Mais vous avez dit deux choses qui ne concordent pas. Vous nous avez dit que ses poumons étaient sains, mais vous avez aussi insinué qu'elle souffrait de petites crises d'art. Laquelle est-elle? Le docteur Gray rougit. Elle était en excellente santé, mais elle paniquait parfois, par trac, rien de plus. J'ai gardé l'appareil pour la rassurer, pas par nécessité. Les moustaches de Poirot frémirent. Et pourtant l'affaire disparaît. Qui accepterait une telle chose, à part quelqu'un qui sait que cela pourrait lui sauver la vie? Gray se passe la main sur les yeux. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je te jure, Poirot, j'aimais trop sa voix pour souhaiter qu'elle se taise. Val démasqué. Ce fut ensuite au tour de Val. Le critique était assis sur sa chaise, l'air dédaigneux. « Ah, monsieur Poirot, vous me soupçonnez aussi? Moi qui vis des triomphes et des désastres des chanteurs ?» Le regard de Poirot était perçant. « Désastre, oui. Mais j'ai appris que vous vous étiez aussi disputé avec Madame Lansing. Une critique peut-être trop acerbe. Elle a menacé de vous dénoncer comme un parasite vivant de son patronage, n'est-ce pas? » Val se raidit. Elle a dit beaucoup de choses sous le coup de la colère. Je n'y ai pas prêté attention. Le sourire de Poirot était froid. Mais vous avez noté chaque mot dans votre petit carnet. Les mots, monsieur Val, peuvent être plus mortels que le poison. Le secret de Miss Lila. Le ton de Poirot s'adoucit lorsqu'il s'adressa à mademoiselle Harrowby. « Mademoiselle, vous étiez sa voisine au piano. Dites-nous pourquoi tremblez-vous ainsi chaque fois que nous parlons d'elle ?» Les yeux de Lila se remplirent de larmes. « Parce que je l'enviais. Elle était belle, accomplie, admirée, et elle se moquait de moi. Elle disait que mon chant était réservé à la chambre d'enfants. Je la détestais pour ça. » Elle enfouit son visage dans ses mains. Les yeux de Poirot brillèrent de compassion. « La haine, ma chère, est naturelle, mais la haine ne signifie pas toujours meurtre. Merci pour votre honnêteté. » Le silence gêné du révérend Quill, dit enfin Poirot. « Vous avez remarqué une bougie vacillante. Avez-vous remarqué autre chose? » Le prêtre s'agita, mal à l'aise. « J'ai entendu un pas dans le couloir juste au moment où elle commençait à chanter. Mais je n'y ai pas prêté attention. »« Au contraire, mon père, » dit doucement Poirot, « c'est très important. Car le meurtrier, j'en suis convaincu, ne s'est pas contenté de rester silencieux. Il a bougé, oui. Il a bougé au moment même où l'acte fatal a été accompli. » Déclaration de Poirot. Il y eut un frémissement dans la pièce, une vague de malaise. Poirot leva la main pour réclamer le silence. « Mes amis, déjà les mensonges font surface. Chacun de vous cache quelque chose, infime peut-être, mais suffisant. Ne voyez-vous pas? La mort de Madame Lansing n'était pas une attaque fortuite. Elle a été planifiée avec art, malice, ruse. Et déjà le masque tombe. » Son regard parcourut lentement les visages. Sœur Bénédicte fronça les sourcils, Vail ricana, Lenton se raidit, le docteur Gray détourna le regard, mademoiselle Lila pleura doucement, mademoiselle Ashby parut scandalisée, et le révérend joignit les mains comme pour prier. La voix de Poirot se réduisit à un murmure,
mais résonna dans tous les recoins. L'affaire du souffle volé, mon Dieu, c'est un tissu de mensonges. Mais bientôt, mes amis, bientôt la vérité éclatera. Et quand elle éclatera, il sera impossible de la cacher. Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Le soir suivant, la maisonnée se retrouva réunie dans le salon, comme liée par les liens invisibles de la terreur. Personne n'osa suggérer le départ. Quitter Galecourt alors que la suspicion planait si lourdement sur ses poutres aurait été se déclarer coupable. Et nous restâmes ainsi, un cercle de compagnons inquiets, liés par la peur et le silence. Poirot, cependant, était loin d'être silencieux. Il se déplaçait avec douceur parmi nous, parlant de broutilles, du temps, de l'opéra, des vertus de l'ordre dans la vie. Pourtant, chaque mot était une interrogation, chaque question un test. Je pouvais voir le sursaut nerveux de Sir Bénédicte lorsque Poirot remarqua la difficulté de la loyauté entre maître et secrétaire. Le pincement des lèvres de Val lorsque Poirot fit l'éloge de ceux qui soutenaient l'art avec sincérité. La pâleur de Miss Lila lorsqu'il cita un vers sur l'envie. C'était comme s'il jouait avec nous comme Madame Lansing avait autrefois joué avec sa voix, testant, étirant, jusqu'à ce qu'enfin une note se brise. L'étincelle. C'est arrivé soudainement. Val faisait les 100 pas, cigarette à la main, lorsque Poirot demanda de son ton suave et doux: « Monsieur Val, lorsque vous êtes entré dans le couloir pendant le silence, était-ce pour composer une phrase ou pour observer qui manipulait la fenêtre ?» L'effet fut électrique. Val pivota, le visage livide. « Vous m'accusez !» s'écria-t-il. « Vous osez insinuer que je l'ai assassiné ?» Poirot leva les mains. « Je ne suggère rien. Je demandeur. Et votre agitation, ah, elle m'en dit plus que des mots. »« Agitation » hurla Val. « Que voulez-vous que je fasse ? Restez sage pendant que vous lancez des insinuations. Très bien. Je la détestais. Voilà. Elle se moquait de mes écrits, menaçait de révéler mes dettes, me traitait de parasite. Oui, je la détestais. Mais la tuer ? Jamais. Elle était mon gagne-pain. Sans elle, je ne suis rien. Il y eut un silence stupéfait. Madame Harrowby poussa un petit cri. Mademoiselle Lila recula. Sœur Bénédicte marmonna un juron. Poirot, cependant, inclina gravement la tête. « Merci, monsieur. Vous avez dit la vérité. Haine, dépendance. Il est bon d'être franc. Mais la haine seule n'est pas un meurtre. » Lila breaks. La confession ouvrit les vannes. Mademoiselle Lila, pâle et tremblante, se leva brusquement. « Ce n'est pas juste, » s'écria-t-elle. « Vous parlez comme si la haine était inoffensive, comme si les mots ne pouvaient pas tuer. Mais ils le peuvent, monsieur Poirot. Elle me tuait chaque jour par son mépris, son rire, sa supériorité. J'aurais souhaité sa disparition. Oui, si seulement souhaité l'avait tuée 100 fois. » Sa voix se fendit de sanglots. Le colonel Ashby s'élança pour la réconforter, mais Poirot leva la main. « Laissez-la parler, » dit-il doucement. « Mieux vaut la vérité que le silence. Mademoiselle, vous souhaitiez qu'elle disparaisse, mais avez-vous agi ?» Les sanglots de Lila secouaient sa silhouette frêle. « Non, je le jure. J'étais assise à côté d'elle. J'aurais pu la toucher, glisser n'importe quoi dans son verre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai seulement souhaité, oh Dieu me pardonne, j'ai seulement souhaité sa mort. » Elle s'effondra sur sa chaise, pleurant amèrement. Le calme de Poirot. Malgré tout cela, Poirot garda son calme. Il sortit sa montre, l'examina, puis parla doucement. « Vous voyez, mes amis ? Déjà la vérité émerge petit à petit. La haine ici, l'envie là, le désespoir, les querelles, tout cela est naturel dans la vie. Mais un seul d'entre vous a transformé ces émotions en meurtre. Cet acte, je vous le dis, était subtil, rusé, scientifique. Ce n'était pas un coup de foudre, mais une préparation. Et la clé réside dans les petits détails. La fenêtre, la carafe, l'étui disparu. » Il marqua une pause, balayant la pièce du regard. « Bientôt, je demanderai à chacun de vous de rendre compte non seulement de ce que vous avez ressenti,
mais aussi de ce que vous avez fait au moment même de sa mort. Alors, je pense que le masque tombera. Conséquence. Quand enfin Poirot nous congédia, la compagnie se dispersa comme des prisonniers retournant à leurs cellules. Mademoiselle Lila, toujours en pleurs, fut emmenée par Madame Harrowby. Vail se servit un verre de cognac d'une main tremblante. Sœur Bénédicte entra dans la bibliothèque à grands pas, marmonnant des bêtises. Le révérend murmura une prière. Je restai auprès de Poirot, incapable de contenir ma curiosité. « Vous avez parlé de science, dis-je. Que vouliez-vous dire ?» Poirot se tapota la tempe. « Réfléchis, Hastings. Priver une femme de son souffle, sans la toucher, sans laisser de traces, ce n'est pas un acte de force brute. C'est l'acte de quelqu'un qui comprend le mécanisme délicat des poumons, la chimie de l'air. Quelqu'un ici possède ce savoir, et c'est vers lui que nous devons nous tourner. » Il se renversa en arrière, les yeux mi-clos, la moustache hérissée. « Mais patience, mon ami. La vérité, c'est qu'elle arrive. Demain, je commencerai à resserrer définitivement le filet. » Et tandis que je parcourais du regard le salon silencieux, où les ombres rampaient le long des murs, j'ai ressenti un frisson. Quelque part dans la maison, le meurtrier avait entendu ces mots, et il savait que Poirot se rapprochait. Chapitre 9. Le piège. Le lendemain à Gailcourt, le calme était trompeur. La mer était calme comme une bête endormie. L'air était d'une douceur trompeuse. Pourtant, dans la maison, la tension était à son comble. Les invités chuchotaient, les domestiques se déplaçaient d'un pas prudent, et tous les regards se tournaient sans cesse vers Poirot, comme s'ils attendaient le signal qui les libérerait de cette cage de suspicion. Poirot lui-même était serein. Il prenait son petit déjeuner avec la délicatesse d'un homme dégustant des confiseries, se taillait la moustache devant le miroir et flânait sur la terrasse comme s'il admirait les mouettes. Pourtant, moi qui le connaissais, je reconnaissais les signes. Il plantait le décor. Cet après-midi-là, il demanda à Madame Harrowby de réunir tous les invités et le personnel dans le salon après le dîner. « Il est nécessaire, dit-il avec une légère révérence, que nous discutions ensemble, ouvertement, car dans une telle réunion, la vérité s'exprimera enfin. » Ces mots nous ont glacés. Un rassemblement signifiait confrontation, et confrontation signifiait démasquage. La scène est prête. Le dîner fut tendu. Sir Bénédicte toucha à peine à son assiette. Miss Lila repoussa la nourriture sans la goûter. Vail but à longs traits. Le docteur Gray paraissait pâle et distrait, tandis que le révérend Quill murmurait des politesses en évitant le regard de tous. Même les habituels cours de respiration de Madame Ashby étaient absents. Quand enfin le café fut apporté, nous entrâmes dans le salon avec la solennité des personnes en deuil. Le feu était doux, les lampes brillaient doucement, et les fenêtres tremblaient faiblement dans le vent du soir. Poirot se tenait près de la cheminée, sa petite silhouette dominant l'espace. « Mes amis, commença-t-il, je vous remercie. Vous êtes las, n'est-ce pas? Le soupçon est plus lourd que le fer, mais ce soir, nous allons commencer à l'alléger, car je vous le dis, je sais comment Madame Lansing est morte. La méthode est claire, il ne reste plus qu'à nommer la main. » Un frisson collectif parcourut l'entreprise. La reconstruction de Poirot leva le doigt. Imaginez, une femme chante, ses poumons sont puissants, sa voix splendide. Puis soudain, elle halète, s'effondre, ne peut plus respirer. Que s'est-il passé? Il n'y a aucune blessure, aucun poison dans le verre, aucune obstruction. Et pourtant, le souffle, il est volé. Il marchait lentement. Nous avons 3 détails. La fenêtre trafiquée, l'étui respiratoire manquant, la poudre sur la carafe. Assemblez-les. Et que disent-ils? Ils disent « Voici un plan subtil, conçu par quelqu'un qui comprend la fragilité du souffle. » Mademoiselle Lila poussa un petit cri, mais Poirot insista. La fenêtre a été réglée non pas pour laisser entrer l'air, mais pour laisser entrer vapeur, la poudre sur la carafe, de l'eucalyptus peut-être,
ou quelque chose de plus fort, n'était pas destiné à apaiser mais à dissimuler, et l'étui retiré garantissait qu'en cas de crise, aucune aide ne serait disponible. Le docteur Gray se leva d'un bond. « De la vapeur ? Vous voulez dire du gaz ?» Poirot inclina la tête. « Précisément. Un gaz subtil, incolore, à l'odeur masquée par l'eucalyptus, se dégagea au moment même où elle chantait. Il frappa ses poumons, les paralysa, lui coupa le souffle. Et comme les fenêtres étaient débouchées, le courant d'air le transporta directement jusqu'à sa chaise. Il y eut un murmure horrifié. Poirot leva la main pour réclamer le silence. Appliquer la pression. « Et maintenant ?» dit-il doucement. « Nous devons nous demander, qui ici possède un tel savoir? Qui comprend les poumons, les vapeurs, la chimie? Qui a eu à la fois le talent et l'opportunité ?» Tous les regards se tournèrent instinctivement vers le docteur Gray. Son visage était blême. « Non, » s'écria-t-il, « vous ne pouvez pas vouloir dire. Je ne... » Le regard de Poirot était calme. « Je n'accuse pas, mon docteur. Pas encore. Mais j'exerce une pression, n'est-ce pas? Car lorsqu'on exerce une pression, les mensonges se fissurent comme des coquilles d'œufs. Nous avons déjà vu de petites fissures, la haine de M. Vell, l'envie de Mademoiselle Lila, la querelle de Sir Bénédicte, le curieux verre d'eau de M. Lenton. Chacun de vous a menti un peu, mais un seul mensonge peut cacher un meurtre. » Il marqua une pause, laissant le silence s'épaissir. Puis il parla, tout bas. « Ce soir, l'un de vous se trahira. J'attendrai, je veillerai, et je vous promets ceci. Avant le coucher de la lune, la vérité éclatera. La souche montre. » Pendant un long moment, personne ne parla. Le feu crépitait. Le vent chuchotait contre les fenêtres. Sir Bénédicte s'agitait lourdement sur sa chaise en marmonnant. Mademoiselle Ashby serrait son mouchoir comme une bouée de sauvetage. Val tapota nerveusement son carnet. Mademoiselle Lila fixait Poirot de ses yeux écarquillés d'effroi. Enfin, Madame Marrowby se leva. « Monsieur Poirot, » dit-elle doucement, « vous nous avez jetés dans le creuset. Très bien. Mais je vous en prie, arrêtez-nous vite. Nous ne pourrons plus en supporter beaucoup plus. » Poirot s'inclina. « Madame, ce ne sera pas long. Le piège est tendu. Déjà la souris s'agite. » Il parcourut la pièce du regard, s'attardant sur chaque visage tour à tour. « L'un de vous, mes amis, est le meurtrier, et d'ici peu, je vous montrerai qui c'est. » Chapitre 10. La révélation. Ce soir-là, l'atmosphère du salon était d'un suspense insoutenable. Nous étions assis comme des acteurs sur une scène, attendant le lever de rideau sur un dernier acte que nous redoutions sans pouvoir l'empêcher. Le feu brûlait doucement, les lampes projetaient de longues ombres ondulantes, et dans le silence, le tic-tac de l'horloge résonnait comme un battement de tambour. Poirot se tenait près du foyer, impeccable, calme, les doigts serrés, ses petits yeux brillants d'assurance. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était douce mais résonnait partout. « Mes amis, il est temps. L'affaire du souffle volé, c'est fini. » Un frisson parcourut l'assemblée. Poirot leva la main. « Tout d'abord, rappelons-nous. » Madame Lansing chantait, sa voix puissante, magnifique. Puis, au moment même du triomphe, elle vacilla, haleta et mourut. Il n'y avait aucune blessure, aucun poison dans la nourriture ou le vin, aucune trace sur son corps. Mais il y avait un meurtre. Il marchait de long en large, transformant ses paroles en pas. Comment cela s'est-il passé? Par l'air, mes amis, par l'élément même de la vie. Une vapeur subtile, invisible, mortelle, s'est libérée à ses côtés, non pas du vaporisateur qui ne contenait que de l'eucalyptus, mais d'une autre source. La fenêtre obturée permettait au courant d'air de diriger la vapeur précisément vers sa chaise. La poudre sur la carafe masquait l'odeur. La disparition du respirateur garantissait que, lorsqu'elle haletait, aucun soulagement ne se présentait. Voilà la méthode. Le docteur Gray enfouit son visage dans ses mains. Sir Bénédicte marmonna un juron. Miss Lila gémit doucement.
La voix de Poirot les frappa tous. Maintenant, qui? Qui ici possède les connaissances nécessaires pour concevoir une telle méthode? Qui comprend la chimie, les poumons, les vapeurs? Qui pourrait mesurer la dose nécessaire pour frapper rapidement, mortellement, sans laisser de traces? Tous les regards se tournèrent vers le docteur Gray. Son visage était affreux. « Non, s'écria-t-il, je ne l'ai pas tuée. J'ai essayé de la sauver. » Poirot s'inclina légèrement. « Je sais, docteur. Vous aimiez trop sa voix. Votre détresse est réelle. Non, le meurtrier est un autre. » Il se balança brusquement, les moustaches hérissées, les yeux brillants. « C'est vous, monsieur Lanton. » Un hoquet de surprise s'éleva. Le secrétaire resta figé, le visage décoloré. « Moi? Absurde. » Poirot s'avança, implacable. « Pas absurde, monsieur, c'était inévitable. Vous étiez amoureux d'elle, n'est-ce pas? Elle vous a tenté de quitter le service de Sir Bénédicte, de devenir son intendant, son ombre, son esclave. Vous la désiriez, et pourtant elle riait, jouait avec votre dévouement, vous rejetait quand cela l'amusait. Et ainsi, dans le désespoir et la rage, vous avez planifié sa mort. » « Non. » La voix de Lenton se brisa. « Oui, » tonna Poirot. « Vous seul vous êtes approché de la carafe avant le récital. Vous seul avez eu le temps d'en badigeonner le bord d'une légère trace de poudre. Vous seul possédiez le talent. Oh oui, vous n'êtes pas une simple secrétaire. Vous avez étudié la pharmacie avant d'entrer au service de Sir Bénédicte. Je me suis renseigné discrètement ce matin. Vous avez abandonné la profession en disgrâce. Vous saviez précisément comment créer une vapeur, inoffensive pour les autres personnes présentes dans la grande salle, mais fatale pour le chanteur qui inhalait profondément en chantant. La pièce sembla trembler. Lenton se leva à moitié, puis retomba, le visage blême. « Je... » commença-t-il, puis s'interrompit. La voix de Poirot s'adoucit. « L'étui respiratoire manquant. Vous l'avez pris pour vous assurer qu'aucune aide ne serait possible. La cale à la fenêtre, vous l'avez déplacée pour canaliser le courant d'air. Le reste, haine, querelle, envie, n'étaient nés que des leurs. Vous seul avez trahi le mobile de la passion, la science, l'opportunité de la carafe. » Il se redressa, sa petite silhouette rayonnant de triomphe. « Voilà. L'affaire du souffle volé est résolue. » Il y eut un silence terrible. Puis Lenton eut un rire étranglé. « Elle s'est moquée de moi, » murmura-t-il. « Elle m'a tout promis, puis elle a ri. Je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais. Vide, anéanti. Oui, je l'ai tuée. » Un cri d'horreur s'éleva. Madame Harrowby recula. Mademoiselle Lila se couvrit le visage. Sir Bénédicte bondit en avant, poing serré. Mais Poirot leva la main. « Non, colonel. La violence n'est pas nécessaire. La vérité suffit. La justice le poursuivra. » Lenton s'affaissa sur sa chaise, brisé, tandis que les autres s'écartèrent de lui comme sous l'effet de la peste. Poirot, serein, ajusta ses menottes. « Les petites cellules grises, mes amis, ne mentent pas. Le meurtre est astucieux, certes, mais il laisse toujours des traces. On peut voler son souffle, mais la vérité, non. » Chapitre 11. Le reflet. La maison de Gelcourt sembla s'exhaler lorsque la vérité fut dite. La confession saccadée de Lenton, à peine plus forte qu'un murmure, avait relâché la tension qui nous enveloppait comme une corde tendue. Pourtant, ce qui subsistait n'était pas le soulagement, mais une profonde lassitude, comme un corps qui, après une longue lutte, admet enfin son épuisement. Sir Bénédicte resta immobile, les poings toujours serrés, jusqu'à ce que Poirot le presse doucement de s'asseoir. Madame Harrowby, pâle mais posée, appela Madame Cutter, qui, avec une efficacité silencieuse, apporta un verre de cognac pour le colonel et de l'eau pour Mademoiselle Lila. Vell griffonna furieusement dans son carnet, mais pour une fois sans sourire narquois. Le docteur Gray, bouleversé, semblait avoir vu une décennie s'écouler en une seule nuit. Et Poirot était impeccable comme toujours.
Il ajusta sa cravate, lissa sa moustache et se tint près de l'âtre comme si le salon était un tribunal et lui le président. Poirot explique. « Mes amis, dit-il doucement, maintenant que l'ombre s'est dissipée, nous devons regarder la vérité en face, car la vérité, comme l'air, est nécessaire à la vie. » Il jeta un coup d'œil vers Lenton, affalé sur sa chaise, le visage gris de désespoir. La culpabilité de M. Lenton est évidente. La science des poumons, la connaissance des vapeurs, l'occasion de la carafe, tout le désigne. Et il a avoué. Pourtant, il faut comprendre pourquoi. Car dans la compréhension ne réside pas le pardon. Non, jamais le pardon, mais la compréhension. Son regard parcourut la pièce. Lenton l'aimait. Oui, il lui offrait son dévouement, et elle en jouait. Il était tiraillé entre sa loyauté envers Sir Benedict et sa passion pour Madame Lansing. Le désespoir, l'orgueil blessé, l'amertume d'être ridiculisé, tout cela l'a poussé à agir. Ce n'est pas excusable, mais c'est explicable. Et c'est, je crois, important. La philosophie du souffle Poirot croisa les mains. L'affaire, mes amis, est curieuse car symbolique. Le souffle, qu'est-ce que c'est ? La preuve invisible de la vie. On ne le voit pas, et pourtant, sans lui, tout est fini. Voler le souffle d'une personne, c'est le plus intime des meurtres, plus cruel même qu'une lame. Et pourtant, voyez-vous, c'est aussi le plus révélateur. Car qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la haine, sinon une lutte pour respirer ? On suffoque de jalousie, on soupire de désir, on retient son souffle de peur. Prendre le souffle d'autrui, c'est tout prendre. Il y eut un silence où même le feu semblait s'incliner. Les paroles de Poirot avaient la gravité d'un sermon. Le révérend Quill murmura. En effet, l'esprit lui-même est appelé souffle, dans toutes les langues. Poirot hocha gravement la tête. Oui. Et donc, tuer par le souffle, c'est tuer l'âme. Les invités répondent, Madame Harrowby, retrouvant son calme, parla avec dignité. Monsieur Poirot, vous nous avez dit la vérité, et même si elle est amère, elle vaut mieux que le soupçon. Vous nous avez sauvés. Poirot s'inclina légèrement. C'est mon travail, madame, rétablir l'ordre là où le chaos s'installe. Mademoiselle Lila, les yeux rougis par les larmes, murmura. Elle s'est moquée de moi, et je l'enviais, mais je n'ai jamais souhaité cela. Je me souviendrai d'elle non pas comme d'une rivale, mais comme d'une voix. Veil referma son carnet. Une belle conclusion pour ma chronique. La soprano dont la note finale fut le silence. Ses mots étaient durs, mais sa main tremblait. Le docteur Gray soupira lourdement. Si seulement j'avais eu cette affaire sous la main, j'aurais peut-être fait quelque chose. Poirot le regarda avec bienveillance. Ne vous faites pas de reproches, mon docteur. Cette affaire a été prise précisément pour vous assurer que vous ne puissiez rien faire. Ce n'était pas un échec, mais une intention délibérée. Sir Benedict murmura d'un ton bourru. « Lanton, espèce d'idiot, tu aurais pu avoir un bel avenir. Et maintenant ?» Il s'interrompit en secouant la tête. Les derniers mots de Poirot ajusta ses menottes une dernière fois. « Mes amis, souvenez-vous de ceci. Le soupçon est plus lourd que le chagrin. Avec le chagrin, on peut faire le deuil et guérir. Avec le soupçon, la blessure reste ouverte. Soyez reconnaissants que la vérité soit maintenant connue, car dans la vérité, il y a le repos. » Il marqua une pause, observant la pièce d'un air grave. « Pour moi, c'est suffisant. Mes petites cellules grises sont satisfaites. Le mystère est clos. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna avec un léger sourire. « Mais Hastings, je te le rappelle, il ne suffit pas de respirer, il faut aussi vivre. Allons prendre l'air. C'est très bon, après tout, de respirer. » Et avec cette remarque simple et profonde, Hercule Poirot a mis un terme à l'affaire du souffle volé. Chapitre 12. Conséquences à Gailcourt. La révélation était passée comme une tempête, mais les tempêtes, même brèves, laissent des ruines derrière elles.
Gale Court, cette grande demeure de pierre perchée sur les falaises du Dorset, semblait profondément transformée. Ses couloirs résonnaient de murmures, ses fenêtres semblaient se froncer les sourcils face à la mer. La mort était arrivée et avait été expliquée, mais non bannie. Dans les heures qui suivirent la confession de Lenton, la compagnie se sépara comme un verre brisé. Sir Benedict se retira dans la bibliothèque, où il arpenta sans relâche les étagères, marmonnant des jurons, faisant trembler le sol de ses pas lourds. Madame Harrowby se retira dans sa chambre, son sang-froid mis à rude épreuve par l'hospitalité face à une telle tragédie. Mademoiselle Lila sanglota jusqu'à s'effondrer, assistée par Madame Cutter avec une efficacité silencieuse. Vail resta au salon, griffonnant et griffonnant encore, comme si les mots pouvaient exorciser l'horreur. Et Lenton lui-même. Il était assis sous le regard de Hooper, un homme brisé. Son visage était gris comme la cendre. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Il parlait peu, sauf une fois où il y murmura. « Elle s'est moquée de moi. » Avec un tel désespoir que même moi, qui avais été révulsé par son crime, j'éprouvais un pincement de pitié. Le sang-froid de Poirot, au contraire, conserva sa sérénité. Il accepta une tisane préparée par Madame Cutter, félicita son choix de camomille et arrangea sa serviette avec l'exactitude d'un homme en paix. « Hastings, me dit-il tandis que nous étions assis ensemble, vous remarquez, quand la vérité est révélée, chacun retrouve sa nature. Le colonel fanfaronne, Madame Harrowby s'effondre, le critique écrit, la servante sert, la secrétaire désespère. L'ordre est rétabli, à sa manière. Même le crime ne peut défaire la nature. Je m'émerveillais de son calme, mais Poirot, l'horreur de la chose. Il leva le doigt. Oui, mon ami, c'est l'horreur, mais l'horreur contenue. Nous avons bouclé la boucle. Il ne reste que les conséquences. La colère du colonel. Cette conséquence ne tarda pas à se produire. Sir Benedict fit irruption dans la salle, sa voix puissante, retentissante. « Poirot, il faut appeler la police immédiatement. Cet homme est un meurtrier. Il faut l'arrêter. » Poirot s'inclina légèrement. « Ce sera fait, colonel. Madame Harrowby a déjà envoyé un message par son chauffeur. La police va venir. » Sir Benedict grogna.